Au cœur du débat, avec Angélique Souche sur NC Première. Et ce midi, ça sera avec Nadine Guapana. Bienvenue au cœur du débat sur l'emploi local, une exigence constitutionnelle qu'a rappelé la Haute Autorité en novembre 2014. À quelques semaines de la présentation du projet de loi de la protection de l'emploi local dans la fonction publique, retour sur 3 années d'application de ce même principe dans le secteur privé et une conclusion issue du rapport de la commission paritaire de l'emploi local. La loi ne s'applique pas de manière pleine et entière. Alors pourquoi n'est-elle pas suffisamment efficace? Quelles sont les difficultés rencontrées? Quels sont les points à améliorer? Pour répondre à ces questions, nos invités ce midi sont Magda Bonal-Tureau, responsable de la direction de l'emploi et du travail, Valérie Zaoui, présidente de la commission paritaire pour l'emploi local, la CEPEL, Tony Dupré du syndicat des salariés, COGETRA, et membre de la CEPEL, l'ancien président de cette même commission, et Eleonore Boyadjian, responsable des ressources humaines à la société Endel. Bonjour à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation. 18 ans après l'accord de Nouméa, 6 ans après le vote de la loi de protection, de promotion et de soutien à l'emploi local, les citoyens calédoniens ou durablement installés n'ont toujours pas la garantie d'être prioritaires à l'embauche. Est-ce que c'est cela que l'on doit comprendre à la conclusion de ce rapport, Magda Bonal-Tureau? Alors, je pense que c'est une conclusion peut-être un peu rapide, parce que cette loi, elle mérite d'exister. Donc, je crois que ça a apporté ça en Nouvelle-Calédonie, puisqu'elle était attendue, vous l'avez dit vous-même. Ensuite, les conclusions qu'on peut en tirer, on le fera ensemble avec les membres de la CPEL. Mais je crois quand même elle permet, en tout cas, une prise en compte de l'emploi local dans toutes les problématiques de recrutement. Et elle est quand même malgré tout appliquée puisque globalement, je pense, les entreprises pourront le dire, mais en Nouvelle-Calédonie, les recrutements locaux sont privilégiés sur le recrutement de la main-d'œuvre étrangère et extérieure en général. Donc, on verra avec les autres s'ils partagent cette opinion, mais moi je n'irai pas sur une conclusion aussi hâtive qu'elle n'est pas respectée. Elle est respectée globalement. Des améliorations sont à faire, mais néanmoins, je crois qu'il faut en tout cas rappeler que le gouvernement est vraiment totalement engagé dans le respect de l'emploi local et pour une pleine application de cette loi. Valérie Zaoui, vous présidez cette commission paritaire qui a émis ce rapport. La loi en l'état, c'est une passoire? Non, je pense effectivement qu'il y a certainement des choses à améliorer. On a fait des propositions dans ce sens au gouvernement, notamment Tony sur le mandat précédent. Maintenant, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'on a tous intérêt à ce que cette loi marche, aussi bien les entreprises que les salariés. Déjà parce qu'on veut que nos entreprises gagnent en compétences et en productivité, puis aussi parce que nous sommes des parents et que nous avons envie que nos enfants puissent travailler dans ce pays et y faire une carrière. Donc on est tous sur le même bateau et notre objectif est vraiment commun. Tony Dupré, c'est un constat amer, vu que cette loi est issue des discussions au cours du séminaire de dialogue social de 2006. Est-ce que c'est un constat amer? Moi, je dirais que oui, dans la mesure où il faut rappeler quand même que c'est un acte majeur, fondateur de l'accord de Nouméa, qui a fait ensuite l'objet d'une loi du pays votée à l'unanimité des membres du Congrès. Et on s'aperçoit que 3 ans après, malheureusement, une chose toute simple, on n'est pas en mesure déjà de quantifier l'impact de la loi pour les citoyens, ainsi que ceux qui ont la durée d'horizon suffisante. Donc c'est pas normal, on est en 2016, et là, à l'heure où on parle, on ne peut pas quantifier. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de statistiques claires en la matière, notamment du côté de l'ISEE. L'ISEE n'intègre pas dans ses données donc, cet impact-là. Donc pour nous, c'est clair qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas être satisfait dans la mesure où on ne peut pas dire, voilà, tant de citoyens ont bénéficié pour tant de métiers de cette loi. Donc est-ce qu'ils ont été prioritaires ou pas? On ne peut pas le dire. Bon, maintenant, Magda l'a rappelé, la loi a le mérite d'exister. Nous, on y travaille, on s'implique fortement dans cette commission. Mais il y a des choses qu'il faut absolument maintenant rétablir. Le bilan a été fait, les constats, ils sont là aussi. Donc, on fait aussi des préconisations dans ce sens. Et maintenant, donc, on attend donc, de nos élus qui s'imprègnent, qui s'approprient ce bilan, et puis qu'on fasse les mêmes constats et qu'on rectifie le tir. Pour quantifier, comme vous dites, la part de personnes qui ont bénéficié de ce dispositif, que faut-il avoir? Quelles sont les notions à impliquer, à intégrer dans ces statistiques? Eh bien, la première notion, c'est la notion de citoyenneté. Déjà là aussi, il faut qu'on soit en mesure de dire que tel citoyen a pu bénéficier donc d'une priorité à l'emploi.
Ensuite, pour ceux qui arrivent sur le territoire, pareil, qu'on puisse intégrer dans des données comme la DPAE, la déclaration préalable à l'embauche, un champ qui précise donc la date d'arrivée sur le territoire. Donc toutes ces statistiques qui sont pour nous hyper importantes. Et là, on pourra réellement quantifier. Donc il n'y a pas à l'heure actuelle de convention, de partenariat, de partage d'informations avec des institutions relais qui puissent vous mettre à disposition ces données? Non, Valérie non. Zaoui. Je termine. On travaille donc. Je tiens à dire que pour le bilan, on a eu bien sûr le concours de la DTE, mais aussi de l'IDC qui nous a aidés. Mais clairement, on ne dispose pas donc de statistiques qui sont pour nous hyper importantes. Mais vous savez, Nadine, c'est en termes d'emploi, que ce soit pour l'emploi local ou d'autres thématiques, c'est un manque cruel depuis des années. On le dit, on le dénonce. Il nous faut vraiment des statistiques qui soient fiables. Surtout fiable. Première source d'information, ce serait peut-être les entreprises. Éléonore Bouyadjian, vous êtes responsable RH auprès d'une grande société. Est-ce que ce type d'informations, vous les collectez auprès des candidats qui postulent lorsque vous émettez des offres? Est-ce qu'au cours des entretiens, ce sont des données que vous leur demandez? Ce sont des données sensibles? Dites-moi. Alors, effectivement, ces données sont collectées au moment du recrutement. Ce qui fait, on s'engage, nous aussi, à privilégier l'emploi local. Hein. L'entreprise est présente sur le territoire depuis une 50aine d'années et 90% de nos salariés, même plus, sont issus du territoire. Et on a très peu de salariés, on a très peu recours à des salariés, enfin en tout cas à des candidats à l'extérieur du territoire. Donc il n'y a pas de données sensibles ou de réticence à donner ce type d'informations? Non, surtout qu'effectivement on demande quand même une attestation de résidence pour s'assurer effectivement que la personne est là depuis, donc par rapport au tableau des activités qu'on retrouve sur le Code du travail, que la personne dispose bien, en tout cas au minimum, du nombre d'années de résidence pour occuper l'emploi. Et bon, lorsque c'est un citoyen, il n'y a pas de souci, on le voit, il est né à Nouméa ou il est né, bon, peu importe, ici sur le territoire. Hein. Mais effectivement, c'est une donnée, on la demande. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est bien perçu par les candidats. Une réaction, Tony Dupré? Pour nous, la seule enquête qui existe, c'est celle proposée par l'IDC tous les 2 ans. C'est l'enquête prospective emploi-formation, mais qui n'est pas obligatoire, qui est facultative. Donc, toutes les entreprises ne jouent pas le jeu. Les chiffres, je crois que c'est en moyenne 30%. Donc, forcément, c'est pas fiable. Pourtant, l'IDC a intégré un champ exprès sur la notion de citoyenneté. Mais je vous le dis, comme c'est pas obligatoire, ça fait que là aussi, on ne dispose pas de données fiables. Valérie Zaoui? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la grande majorité de nos embauches se font sur de l'emploi local, bien sûr. Donc déjà, beaucoup est fait naturellement par les entreprises. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand un entrepreneur dépose une offre dans son entreprise, puis au CEF, on n'a pas forcément un tri qui nous est fait quand on reçoit les candidatures. Donc on reçoit des candidatures de personnes qui viennent d'arriver, on ne le sait pas forcément. Et je pense qu'il y a un travail à faire aussi avec le CEF pour peut-être qu'on puisse travailler, nous, en 2 étapes, qu'on nous signale telle candidature est déposée par un citoyen. On pourrait faire toute une série d'entretiens avec tous les CV des citoyens. Si on ne trouve pas chaussure à notre pied, ok, on passe sur une 2e phase de recrutement qui serait ouverte sur des recrutements autres. Mais on n'a pas ce premier filtre. Il m'est arrivé, par exemple, de recruter des personnes via des organismes d'insertion et me rendre compte, une fois que la personne est embauchée, que ce n'était pas une citoyenne du pays. Donc c'est toujours un peu compliqué parce que de bonne foi, très souvent, l'employeur pense que ce filtre est fait par les services de la province, et ça peut nous mettre en porte-à-faux. Une réaction, Magda Bonalduro? Alors, les services provinciaux sont compétents en matière de placement. Néanmoins, lorsque vous recrutez, vous avez normalement l'état civil de la personne et des éléments qui peuvent vous donner des informations sur sa qualité de citoyen ou pas. Il est vrai qu'actuellement, il n'y a aucune obligation, et ce n'est pas dans les procédures des services de placement, que de faire un filtre, entre guillemets, sur la qualité de citoyen ou pas. Ensuite, comme l'a rappelé Tony, vous l'avez rappelé également Valérie, il y a des choses qui ont été préconisées dans le bilan qu'a fait la CPEL pour améliorer le mécanisme de l'emploi local. Et ça serait peut-être dommage de trop se focaliser sur le problème des données que vous avez rappelé, le problème existe, mais de ne pas voir effectivement aussi ce que ça a apporté, ce qui existe déjà, ce qui est pratiqué, ce qu'on rappelait dans les grandes entreprises. L'emploi local, c'est déjà une réalité en grande partie.
ça ne veut pas dire que tout est bien, qu'il n'y a pas des choses à faire, mais en tout cas, sur les préconisations qui ont été faites par la CPEL sur ces 3 ans d'application, des bilans seront tirés et on prendra les mesures qu'il faudra au niveau du gouvernement pour proposer des textes qui vont dans le sens des préconisations, notamment le champ sur la DPAE concernant la durée de résidence. La déclaration préalable à l'embauche. Ça fait partie effectivement des préconisations qui ont été faites par la CPEL et des choses qui peuvent être améliorées assez rapidement en faisant une amélioration sur la loi, qui seront proposées. Ensuite, il appartiendra au Congrès de voter ou pas ces modifications-là. Mais voilà, il y a des choses qui ont été proposées, il y a des choses qui vont se faire et pour améliorer. Denis Dupré ? Alors là, je vais rebondir sur l'offre d'emploi, parce que là, ça fait partie des choses qui fâchent, puisque là, il faut rappeler quand même que la loi oblige, pour tout contrat de plus de 3 mois, à un dépôt d'offre d'emploi obligatoire. Et là, quand on prend donc là aussi les chiffres, donc, notamment de la direction du travail de la DTE, on s'aperçoit qu'il y a entre 10 et 12% par an d'offres déposées. C'est pas possible parce que c'est quand même le fondement même de la loi. Comment voulez-vous postuler si vous n'êtes pas informé ? Donc là, il est clair que les choses ne pourront pas rester en l'état. On ne peut pas admettre que 3 ans après, dernier bilan, c'est 11% d'offres déposées. Valérie Zaoui. Alors, il est vrai que les offres ne sont pas suffisamment déposées et on incite les chefs d'entreprise à le faire. Maintenant, là où il y a souvent discussion entre les syndicats salariés et les syndicats patronaux, c'est que d'un côté, on parle des offres déposées et de l'autre côté, des déclarations préalables à l'embauche. Et pour une même offre, on peut très bien avoir 10 personnes qui ont postulé, qui ont signé un contrat, qui sont débauchées. Enfin voilà, on a un turnover dans les entreprises qui explique ce gap entre la déclaration préalable à l'embauche et le poste. Moi, pour un poste d'employé de maison, je peux très bien recruter 10 personnes pour pouvoir pourvoir à ce poste. Donc effectivement, si on regarde le nombre de DPAE que j'ai déposés et le nombre d'offres d'emploi, il y a une énorme différence. Mais elle s'explique aussi du point de vue de l'entreprise. Alors, je pense quand même qu'on peut améliorer, on peut discuter sur qu'est-ce qu'un emploi, qu'est-ce qui doit être déclaré. Néanmoins, on peut améliorer parce que 90%, ça laisse une marge de manœuvre, quand même une marge de progrès important. Donc le gouvernement s'était engagé à améliorer la situation en proposant rapidement un site, une déclaration où on pourrait déposer les offres d'emploi. Donc, on est en train de travailler sur cette question-là. Donc, Magda Bonalduro, si je comprends bien ce site, c'est un site qui regrouperait toutes les offres des services de placement provinciaux ? Alors, ça serait un site sur lequel les employeurs pourraient venir déposer leurs offres d'emploi et ensuite, le cas échéant, demander à ce que les services provinciaux fassent le nécessaire, parce qu'il faut rappeler que les employeurs ne vont pas forcément demander aux services provinciaux de leur trouver une personne à recruter. Il y a aussi d'autres sources de connaissances ou le journal, par exemple, qui permettent de faire connaître les offres d'emploi. Éléonore Boyadjian, comment ça se passe au sein de votre entreprise quand vous déposez une offre ? Vous faites un parti pris de le déposer au service de placement provinciaux, c'est obligatoire. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que... D'autres canaux sont utilisés ? D'autres canaux sont utilisés. Mais de toute façon, on publie d'abord notre offre auprès du service emploi-formation. Alors on le fait par mail, mais on peut aussi faire notre dépôt sur le site web de la province sud. Donc le site, c'est le iprovince-sud.nc. Donc, un OD Web employeur, il suffit de télécharger un formulaire d'inscription. Effectivement, on retrouve en base de données toutes les offres qu'on a déjà déposées, les candidatures qui nous ont été proposées. Voilà. Mais l'échange par mail est toujours possible, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Effectivement. Et l'idée d'un site unique qui... Puis juste, j'apporte une précision. Votre site, oui, ça permet de déposer, mais après, la question, c'est qui peut le voir. Or, à qui on s'adresse ? Ce dont je parle, c'est un site sur lequel tout le monde pourrait voir les offres d'emploi déposées. Là, il est vrai que si on peut déposer par cet intermédiaire-là, et heureusement auprès des services de placement, il n'est pas visible par tout le monde, puisque seuls les demandeurs d'emploi qui se sont inscrits auprès du site peuvent actuellement voir les offres qui ont été déposées selon au service de placement. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une plus grande visibilité de l'ensemble des personnes en Nouvelle-Calédonie sur les offres qui ont été déposées.
Alors on revient sur les chiffres que donnait Tony Dupré et qui sont issus de la direction du travail et de l'emploi. Entre 10 et 12% des offres sont seulement déposées auprès des services de placement provinciaux. Des sanctions administratives ont-elles été appliquées ? Pour l'instant, c'est assez peu appliqué parce qu'il y a une Pourquoi ? difficulté. Il y a une difficulté d'abord sur la masse, ce que vous évoquiez, et puis ensuite pour avoir la preuve du dépôt d'offres d'emploi. Mais il y en a, malgré tout, il y a des contrôles qui sont faits. Lorsqu'il y a des contrôles en entreprise, ça peut faire partie des éléments de contrôle. On doit comprendre que vous n'avez pas assez de moyens aujourd'hui pour faire des contrôles aléatoires, inopinés ? Non, des contrôles aléatoires, inopinés en inspection du travail, il en existe, mais c'est dans les items de contrôle où ça ne va pas être forcément la question du dépôt d'offres d'emploi, ne va pas être vérifiée systématiquement. On va faire des contrôles sur d'autres aspects, mais peut-être pas tout le temps sur celui-là. Néanmoins, ce qui est contrôlé, bien sûr, beaucoup plus largement, c'est l'obligation de déclaration préalable à l'embauche qui, elle, fait l'objet d'un contrôle beaucoup plus large et qui permet quand même de régler les questions de travail dissimulé. Tout à fait. Par contre, quand on aura les moyens de mieux déposer les offres d'emploi de la part des employeurs, la question du dépôt d'offres d'emploi fera partie des items de contrôle d'une façon beaucoup plus systématique. Valérie Zaoui. Alors, ce qui explique aussi en partie ce chiffre qui n'est pas très positif, même si, encore une fois, je pense qu'il est en dessous de la réalité. Je rappelle que vous êtes coprésidente du MEDEF également et du collège employeur au sein de la commission paritaire. C'est que pour le chef d'entreprise au jour d'aujourd'hui, par manque de moyens, je l'entends bien, mais déposer une annonce au CEF, ça n'a pas une réelle plus-value parce que très souvent, on est noyé de CV en retour qui n'ont pas de rapport avec le poste recherché. Donc le jour où effectivement les services du CEF auront les moyens humains de répondre à cette demande, je pense que la démarche ce sera beaucoup plus naturelle de la part de l'entrepreneur de venir inscrire son offre d'emploi au CEF parce qu'il aura un réel retour avec des gens ayant les compétences qui correspondent au poste demandé. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc du coup, il nous faut à nous continuer à passer ce message et vraiment expliquer aux gens que c'est la loi, qu'il faut et déposer en interne l'offre et passer par le CEF. Mais malheureusement, on est dans une démarche d'obligation, alors que ça devrait être tout à fait naturel pour le chef d'entreprise de le faire, s'il avait une valeur ajoutée dans cette démarche. Tony Dupré ? Oui, déjà sur le site internet, nous, là-dessus, on s'inscrit totalement dans la démarche. Non seulement ça va faciliter les démarches des employeurs et surtout permettre aussi d'emploi de s'inscrire directement sur le site, d'éviter de se déplacer. Mais par contre, donc, la loi prévoit donc, comme vous l'avez bien dit, Nadine, des contrôles et des sanctions. Nous, maintenant, on les réclame, quoi. Je veux dire, on peut plus se contenter. J'entends les arguments du MEDEF, mais les chiffres sont là, têtus. Il faut absolument maintenant qu'on passe ce cap. Alors, quel est le poids aujourd'hui de la commission paritaire de l'emploi local lorsqu'elle est saisie par un candidat ou par un employé, un demandeur d'emploi, un employeur? Quel est son poids pour que ces décisions soient suivies? Dans quel cas peut-elle être saisie et qui peut la saisir? Valérie Zaoui? Oui, alors déjà, les différentes missions que nous avons au sein de la CPEL, la première, c'est avant l'embauche, on doit vérifier si aucune candidature de citoyen ou de personne ayant la durée de résidence requise est disponible sur le marché du travail. Donc ça, c'est notre premier axe de travail. En cas de litige, ensuite, quand un employeur recrute une personne et une personne en quête d'emploi fait une demande pour avoir ce poste, on est amené à traiter ce genre de dossier. Voilà, quand il y a des litiges, une fois l'embauche faite. On est également force de proposition pour ce qui va servir de formation et notamment pour alimenter le futur FIAF, qui sera un fonds de formation, fonds interprofessionnel d'aide à la formation, qui va commencer en 2017. Et donc, on a vraiment besoin des données de la CPEL pour connaître les métiers en tension et axer nos prochaines formations en fonction des métiers qui nécessitent vraiment un coup de main en termes de formation. On travaille également sur la durée de résidence par activité professionnelle au sein de la commission de la CPEL et on fait un rapport annuel qu'on délivre au gouvernement pour permettre des axes de travail. Et en gros, comment ça se passe concrètement quand une entreprise fait appel à la CPEL? Donc, c'est qu'elle souhaite demander un constat de carence et nous faire constater qu'elle ne trouve pas localement les compétences. Donc, elle dépose un dossier et on débat sur ce dossier. En cas de litige entre nous, ce que j'essaye de faire depuis que j'ai pris la présidence, c'est de faire venir le chef d'entreprise pour qu'il explique
Pourquoi il en arrive là? Parce que vraiment, un chef d'entreprise, quand il recrute à l'extérieur, c'est sa dernière possibilité. C'est vraiment pas un choix facile à faire. C'est un risque pour l'entreprise. On n'est jamais sûr que la personne va se plaire ici. On est à 22 000 kilomètres dans la plupart des cas de la famille, des amis, etc. C'est pas une solution de facilité d'embaucher à l'extérieur. Ça a été le cas pour vous, Éléonore Boyadjian, au sein de la société? Oui, alors écoutez, là, en 3 ans, nous avons déposé 10 demandes de constat de carence auprès de la CPEL. Hein. Voilà, 10 demandes de constat sur presque 500 recrutements. Donc, autant dire que ça représente peu quand même, malgré tout. Effectivement, on a quand même des postes qui sont difficiles à pourvoir. Ça représente peu parce que le gros de vos embauches se fait sur l'emploi local. Donc, ça ne nécessite pas l'intervention de la CPEL. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif. Voilà. Au regard des chiffres du rapport que vous nous avez remis, la commission a été saisie une centaine de fois en 2012, moins de 100 fois en 2013, moins de 80 saisines en 2014. Mais sur quelle est la nature de ces saisines? Est-ce que c'est exclusivement des constats de carence? Et avec le recul, est-ce que vous pouvez avoir déterminé, du coup, on a besoin de telle formation parce qu'on a un constat de carence sur ce métier, sur ce profil? Non, Tony Dupré. Justement, donc la CPEL elle-même manque cruellement d'expertise, de statistiques. C'est comme un service de placement, quoi. Hein. Et alors qu'on est censé donc rendre un avis qui est important, puisque une entreprise nous dit que moi je ne trouve pas au niveau du citoyen ou au niveau de la résidence. Et là, on se rend compte malheureusement que nous, on doit travailler déjà sur du déclaratif, ce qui n'est pas facile. Et que trop souvent, donc, on a des demandes de carence pour des métiers où sur le territoire, il existe les filières. Et ça, c'est pas normal aussi. On se rend compte qu'à ce niveau-là, pas tous, mais certains employeurs ne jouent pas le jeu non plus. Là, il faut le dire. Est-ce qu'il y a des métiers aussi qui n'intéressent pas les citoyens? Quand je vois qu'on en demande une carence pour un métier de jardinier, alors qu'on a le lycée agricole de Pointe-Boute qui existe, ça interpelle. Quand je vois que le mois dernier, on nous demande une demande de carence pour un chef de rayon d'une grande surface, nous, on ne peut que malheureusement que se fier à ce déclaratif. On essaye donc de pousser plus loin, de contacter l'employeur, mais c'est pas forcément évident. Mais le constat, il est là. On a encore, à l'heure actuelle, trop de demandes de carence pour des métiers, pour des filières, des formations qui existent. Et l'avis que vous donnez pour un refus de constat de carence, pour le coup, Tony Dupré, Valérie Zaoui, votre avis, quel poids a-t-il? Est-ce que la DTE, la direction de l'emploi, suit votre avis n'est que consultatif, quelque part. Donc, l'entreprise peut tout de même embaucher la personne qu'elle souhaite. Tout à fait, elle peut le faire. Ensuite, le salarié qui s'estime lésé par cette décision, la personne en recherche d'emploi qui s'estime lésée peut toujours faire un appel, mais il doit d'abord passer également devant la CPEL avant de passer devant un tribunal. Après, je veux un peu modérer les propos de Tony, parce que dans nos entreprises, faire appel à du personnel peu qualifié, on a sans arrêt des offres d'emploi en cours, et pour autant, on ne trouve pas de personnel. Donc, ce n'est pas parce que les métiers sont peu qualifiés que l'offre est là. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. On a aujourd'hui dans nos entreprises des clients sur liste d'attente parce qu'on ne trouve pas de personnel. Et pourtant, c'est des métiers sans qualification. Oui, mais je dirais aussi que souvent, vous opposez donc à la compétence l'expérience professionnelle. Ça fait partie du... Là, trop souvent, donc, là, nous, on le dit ouais fort, un jeune, s'il veut avoir de l'expérience, il faut bien qu'il démarre un jour. Et là, systématiquement, on se rend compte que même artificiellement, on gonfle sur certains métiers les durées de résidence, l'expérience professionnelle. On réclame des fois 10-12 ans d'expérience professionnelle sur un métier, alors qu'auparavant, c'était 3 ou 4 ans. Donc là aussi, je ne dis pas que c'est général, mais ça existe. Votre sentiment, Éléonore Boyadjian? Nous, on a eu, donc, dans nos demandes de constat de carence, un avis de non-constat de carence, effectivement, pour un dossier, pour une offre d'emploi de soudeur. Alors, effectivement, il existe des formations de soudeurs. On a reçu des CV avec des formations de soudeurs, mais on demandait des qualifications très précises. Aujourd'hui, quand on publie une offre d'emploi, on a besoin d'un salarié qui soit opérationnel,
si c'est possible. Alors c'est vrai que quand c'est des CDD de plus de 3 mois, faut savoir que sur, par exemple, les procédés de soudure, il faut avoir une qualification et cette qualification coûte très cher. C'est des qualifications qui peuvent être payées par l'entreprise, certes, mais lorsque c'est pour pourvoir un poste à durée déterminée, bon, on peut difficilement engager ces dépenses-là pour une aussi courte durée, quoi. Tony Dupré ? Ouais, là, je veux rebondir aussi sur l'anticipation. Là aussi, l'entreprise, je veux dire, parce que la loi, non seulement elle parle d'accès à l'emploi, mais aussi de promotion interne. Là aussi, il appartient aux entreprises d'anticiper, de prévoir, de former. Alors, ça reste très difficile quand même, Tony, parce que pour l'instant, on n'a pas d'engagement suffisant de la part des salariés aussi. Combien de fois on forme du personnel qui, une fois formé, quitte l'entreprise ? Donc, c'est pas un puissant fond, une entreprise. À un moment donné, on ne peut plus suivre. Donc c'est aussi un double tranchant, parce que ça nous amène à recruter au lieu de former en interne, et donc ça ouvre cette porte à l'emploi qui viendrait de l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie. Mais tant qu'il n'y a pas un réel engagement, alors je ne mets pas tout le monde dans le même sac, on est d'accord, mais il y a quand même parfois des formations qui sont payées, qui sont très onéreuses pour les entreprises, et les gens partent après. Donc ok, c'est bien, ils sont formés, ils partent, mais qu'est-ce qu'il advient de l'entreprise ? Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a, suite aux saisines qu'il y a eu au niveau de la commission paritaire, une tendance qui puisse être définie pour orienter les décisions après au niveau du gouvernement pour mettre en place telle ou telle formation qui répond à des besoins du marché ? Pour l'instant, c'est difficile parce qu'on n'a pas assez de dossiers. Donc, il faut vraiment encourager les entreprises à jouer le jeu. Encore une fois, leur expliquant que c'est consultatif, qu'en plus, ils auront la possibilité de venir s'exprimer et d'expliquer leurs besoins. Mais on a vraiment besoin de cet échange pour nourrir nos prochaines réflexions. C'est pas un claquement de doigts, ça va pas se passer comme ça. On a différents projets sur l'ensemble de la Calédonie en termes d'emploi et de formation. Tout est lié. Que ce soit le FIAF, l'ACDET, le projet éducatif, l'alternance. On a plein de choses qui sont liées. Là, vous me citez plein de dispositifs. On a toujours cette impression de carence au niveau des formations ou des métiers au profit de débouchés. Comment expliquer ça ? C'est une année très difficile en termes de formation. Il n'y a plus de budget, il n'y a plus rien qui se fait. Donc ça date pas que de cette pour les entreprises. Là, franchement, c'est le. Madame Bonaturo, c'est pas pour... au niveau de la direction du travail et de l'emploi, au niveau de la stratégie de formation que veut mettre en place, d'insertion professionnelle que veut mettre en place le gouvernement. Alors, il y a la direction du travail et de l'emploi, il y a la direction de la formation professionnelle continue. Je rappelle que la direction de la formation professionnelle continue a quand même un budget qui est conséquent, mais qui est surtout dirigé vers les demandeurs d'emploi. Et la formation, ce n'est pas que la formation des demandeurs d'emploi. On a parlé également de la formation professionnelle continue à l'intérieur des entreprises. Et c'est pour ça que Valérie rappelait la création du fonds interprofessionnel qui doit répondre à cette problématique de la formation à l'intérieur des entreprises. Donc, bien sûr que c'est une question, et bien sûr que le gouvernement est attentif à former les demandeurs d'emploi et puis avoir en Nouvelle-Calédonie des personnels formés pour occuper les emplois, tous les emplois, pas seulement les emplois hautement qualifiés, mais également les emplois moins qualifiés, parce que l'idée c'est que tout le monde puisse trouver un emploi en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, est-ce que c'est pas suffisant ? Ça sera certainement jamais suffisant, mais enfin des formations existent, et notamment sur l'insertion professionnelle et toutes les méthodes de formation en alternance. Vous avez parlé de la réforme de l'alternance qui est en cours pour permettre une insertion professionnelle de l'ensemble des personnes peu qualifiées actuellement. Alors Tony Dupré, vous parliez tout à l'heure au niveau de la rédaction des offres d'emploi, qu'elles sont démesurément gonflées. Pas toutes. Pas toutes, heureusement. C'est une sorte de pratique pour contourner la loi. Est-ce que l'utilisation, le recours au travail temporaire est aussi un moyen pour contourner cette loi, puisque la loi sur l'emploi local ne s'applique pas sur les missions et les CDD de moins de 3 mois, Valérie Zaoui. Alors, il faut arrêter de voir du vice partout. Je joue l'avocat du diable. C'est ça. Je pense que beaucoup d'entreprises, si elles font des CDD de 3 mois, c'est qu'elles n'ont pas forcément une vision bien à long terme. Ça vous aura pas échappé qu'on traverse une crise qui n'est pas évidente pour tout le monde. Donc, on aimerait pouvoir dire on vous signe des CDI et tout va bien. Mais malheureusement, le moral des entreprises aujourd'hui n'est pas de cet ordre-là. Donc, on joue la prudence. Il faut aussi comprendre que quand on embauche quelqu'un, on prend un risque, parce que débaucher
une personne qui ne convient plus, c'est pas si facile que ça. Donc voilà, c'est ces différents éléments, il faut pas se mentir, qui font que le CDD de moins de 3 mois est fréquemment utilisé. Magda Bonalturo, au niveau des chiffres du bilan 2014 de l'emploi, est-ce que vous avez une idée de la tendance du recours à ces emplois temporaires ? Bon. Sur le travail temporaire, je voudrais d'abord rappeler que les entreprises de travail temporaire jouent globalement le jeu et en principe, la plupart du temps, de ce que j'en sais, demandent quand même des éléments sur la date d'arrivée sur le territoire ou qui concernent les personnes qui s'inscrivent auprès de leur service. Donc je pense qu'il y a quand même une prise en compte de cette problématique-là par les entreprises de travail temporaire. Donc passer par une entreprise n'est pas forcément non plus le moyen pour détourner au niveau de l'emploi local. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément ce que vont rechercher les entreprises. Ensuite, la question que vous me posiez sur les chiffres, non, c'est assez difficile. Le recours au travail temporaire connaît des fluctuations, et ça, c'est pas forcément lié à relier forcément à l'emploi local. C'est lié à la situation de l'emploi en général, au marché, puisque le BTP est un secteur qui recrute quand même assez fortement dans le travail temporaire, mais c'est pas à relier en tant que tel à l'emploi local. Tony Dupré ? Ouais, mais je dirais, là aussi, Valérie, depuis des années, ce sont des constats qu'on fait. Bien sûr que ce n'est pas systématique, mais de gonfler donc, le niveau de diplôme ou l'expérience professionnelle, ça existe. De manière générale, de toute façon, cette loi existe, il y a la loi et l'esprit de la loi, il faut que tout le monde joue le jeu. Bien sûr. C'est là où je veux en venir. Je veux dire, l'ensemble des politiques l'a voulu. Il y a une grosse attente de la population, notamment des jeunes, on le sait tous, surtout à l'heure actuelle. Donc, on ne va pas se disputer, chamailler sur des chiffres. Il y a des constats qui sont là, qui existent, donc il faut absolument y remédier. Alors, comment fait-on ? Sur quel point doit-on travailler ? Où la Commission peut apporter ses préconisations en concertation avec la direction du travail de l'emploi, le gouvernement. Valérie Zaoui ? Moi, je dirais plutôt que déjà, il appartient aussi à nos politiques, notamment aux institutions, de nous aider. Et là, notamment au niveau des provinces, déjà au niveau des services de placement, il faut absolument les renforcer en moyens humains, en moyens matériels. Je veux dire, ce sont eux qui sont compétents en la matière. Là, pour que nous, commission parité emploi local, on puisse prendre une décision, déjà, il faut qu'on ait les outils. Et les services de placement est un outil primordial. Ensuite, un bilan a été fait. Là, maintenant, je le disais en début d'émission, il faut en tenir compte. Il y a des préconisations importantes qui sont dedans. Donc, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut donc rectifier le tir. Il y a aussi des litiges qui existent entre nous, un litige au niveau juridique sur l'application de la loi en termes d'interprétation, où nous on dit que la loi s'applique non seulement aux demandeurs d'emploi, mais également à celui qui est actif, qui est déjà en poste, qui doit bénéficier d'une promotion. Donc le MEDEF nous dit que non. Donc là aussi, on attend maintenant du gouvernement qu'une fois pour toutes, un arbitrage et puis une clarification, une fois pour toutes, que la loi ne soit plus sujet à interprétation à ce niveau-là. Léonore Boyadjian, lors des dépôts de l'offre, vous me disiez, quand on s'est vu au téléphone pour préparer cette émission, que la loi est quelque part contraignante au niveau des délais. Délai déjà du dépôt de l'offre, d'instruction. Ensuite, il faut saisir la commission paritaire de l'emploi local. Il faut, dites-moi Valérie Zaoui, 1 mois pour faire un constat de carence ? Oui, c'est ça, on compte à peu près 1 mois. Et si jamais la CPEL ne se réunit pas pour constater ou pas la carence, d'office, l'entreprise a le feu vert pour faire son embauche. Donc à nous aussi d'être très réactifs pour pouvoir tenir ces délais et ne pas pénaliser l'entreprise dans sa démarche d'embauche. Tony Dupré ? Oui, je confirme. Si au bout d'un mois, l'avis n'est pas rendu, donc automatiquement, constat de carence. Le constat de carence est établi. Il y a un autre délai aussi, laisser la chance aux candidats qui n'ont pas encore pu postuler à nos offres. C'est-à-dire que lorsqu'on publie notre offre, on se donne un délai de parution de 8 semaines environ, sauf à ce qu'on puisse trouver le candidat idéal, citoyen de préférence ou ayant la résidence requise. Quand on ne peut pas avoir ce type de candidat, on est obligé d'attendre, on s'oblige à attendre un délai de 8 semaines. Donc pendant 8 semaines, notre offre reste sur le site
de service emploi formation. Et au bout de ces 8 semaines, effectivement, si on a un candidat qui ne répond pas aux critères de résidence, qui n'est pas citoyen, on va faire une demande de saisie. Alors pour améliorer la rapidité de la procédure, est-ce qu'il ne faut pas que la commission paritaire de l'emploi local soit automatiquement saisie, obligatoirement saisie lors d'une déclaration à l'embauche ou Valérie Zaoui? Non, il faut laisser quand même un peu de temps pour recevoir des candidatures. Et puis on ne peut pas non plus... Une fois que ça s'est acté. Voilà. Déjà, une fois par mois, ça me semble suffisant parce qu'au jour d'aujourd'hui, très honnêtement, on a très peu de dossiers. Donc réunir 10 personnes pour un dossier, c'est ce qu'on a fait. Voilà, c'est un peu inquiétant. Donc effectivement, il y a un travail d'éducation. Mais moi aussi, très honnêtement, Tony, parce qu'on a un travail d'éducation et de rappel à faire à nos entreprises. Parce qu'encore une fois, ces données-là, elles sont importantes pour l'avenir, pour la formation, pour ce qu'on va décréter pour les années à venir. Donc, il ne faut pas se passer de cette donnée-là. Les statistiques, ce qu'on sort avec les enquêtes, c'est une chose, mais concrètement, sur le terrain, quels sont les métiers qui sont en tension, on a besoin de le savoir. Donc, étant donné que l'avis n'est que consultatif et qu'encore une fois, on laisse l'opportunité au chef d'entreprise de venir défendre son dossier, il faut vraiment que ces barrières-là sautent et que les entreprises, volontairement, viennent beaucoup plus régulièrement déposer leur demande auprès de la CPEL. Tony Dupré. Et en touche du doigt aussi un point important, c'est l'information. Je crois que l'information, la loi existe s'applique depuis 3 ans maintenant, mais... c'est retombé. Voilà, je crois qu'il faudra faire une campagne de communication, non seulement rappeler leurs obligations aux entreprises, mais également auprès du grand public, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la loi. Et qui ne connaissent pas la commission paritaire? Pas du tout. Donc là aussi, il y a un travail à faire, parce que, je vous dis... encore sur Nouméa, le Grand Nouméa, mais le Nord et les îles, je veux dire, et puis il faut coordonner tout ça après. Là aussi, après, il appartient aux institutions en termes d'emploi, de manière générale. On l'avait vu lors de la dernière session du dialogue social sur l'emploi. Il faut peut-être créer une structure où on regroupe un peu tout ça, parce que là, chaque service provincial compétent en la matière travaille dans son coin. Non, il faut une politique globale, générale en termes d'emploi, et notamment sur l'emploi local. Et sur qui peut saisir cette commission? Valérie Zaoui, vous pouvez nous rappeler? Toute entreprise peut saisir la commission. Et également, les personnes à la recherche d'emploi qui s'estiment lésées et qui souhaitent postuler à un poste. Et également une personne qui a postulé et qui n'a pas été retenue, et donc qui peut contester l'embauche. Mais pas le syndicat. Non. Donc ça, c'est une demande forte de notre part, parce que c'est pas toujours évident donc pour une personne qui a candidaté de s'opposer et puis de contester l'embauche, avec les conséquences d'ailleurs que cela peut amener. Donc c'est pour ça que nous, on souhaite pour l'avenir, ça apparaît dans le bilan, qu'un syndicat donc, soit habilité à représenter officiellement donc, la personne qui contesterait l'embauche, une personne qui s'estime lésée, qui estime qu'elle avait droit à cet emploi et qu'il n'a pas eu. Magda Bonalturo, quels sont les secteurs, les métiers en tension aujourd'hui ? Alors, les métiers en tension, c'est l'idée CNC qui publie régulièrement une étude pour voir les métiers en tension. Je voudrais un petit peu rebondir là sur ce que disait Tony, excusez-moi. Mais effectivement, il faut améliorer le dispositif de l'emploi local à plusieurs niveaux, au niveau de la connaissance. Et effectivement, ça faisait partie des préconisations de la CPEL et des choses qui peuvent être mises en œuvre plus largement, même si de la communication est déjà faite, notamment par le secrétariat de la CPEL, mais mieux informer, plus informer, faire peut-être une campagne de communication de plus grande ampleur. Dans les médias. Et ça, c'est important de le dire. Il faut aussi qu'on travaille ensemble, le gouvernement, organisations syndicales, à l'amélioration de la loi. On a rappelé que cette loi est issue d'une session du dialogue social, qu'elle a été longue à discuter entre les partenaires sociaux, entre les représentants des organisations syndicales d'employeurs et celles de salariés. Elle n'est pas parfaite, mais elle résulte de ce compromis qui a pu être trouvé à ce moment-là. Et je suis persuadée que les discussions peuvent être relancées pour qu'on aille plus loin peut-être dans cette loi. Elle est, sur certains points, difficile à mettre en œuvre. Vous avez dit, vous faites peu de contrôle ou autre. C'est vrai que pour la DTE, elle n'est pas facile non plus à mettre en œuvre. Sur le partage d'informations entre différentes institutions. Tout à fait. Et puis, vérifier que toutes les offres d'emploi ont été déposées, vérifier effectivement lorsqu'il y a un emploi, une personne qui ne remplirait pas les conditions, qui est employée dans une entreprise.
tout ça, ce sont des choses difficiles à mettre en œuvre parce que telle qu'elle a été conçue à ce moment-là, elle était cet équilibre-là. Il faut aller peut-être maintenant, quelques années après l'avoir votée, aller peut-être plus loin, mais en tout cas en discuter tous ensemble pour pouvoir améliorer l'application et puis peut-être la mise en œuvre de cette loi. Valérie Zaoui, une réaction et puis deux. Et la réponse du coup que vous avez eue du gouvernement sur le rapport que vous l'avez remis en septembre dernier. Donc ça fera 3, ok. Donc déjà, je trouve un peu dommage qu'on soit à réfléchir en termes de sanctions. Parce qu'encore une fois, si en face de nous, dans les services, que ce soit de la CEF, on avait des vraies raisons de déposer notre offre d'emploi avec un vrai retour, avec une vraie valeur ajoutée de ces services, ça se ferait spontanément, tous les chefs d'entreprise le feraient et on n'aurait pas besoin d'imaginer des sanctions. Donc je jette la faute sur personne parce que c'est évidemment un manque de moyens humains. Mais c'est dommage d'envisager le bâton au lieu d'avoir une carotte. Voilà, première chose. Deuxième chose que je voulais dire, qui me semble être un point très important pour les entreprises aussi, c'est que bien que cette loi ne soit pas parfaite, elle a apaisé très nettement le climat social dans les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un litige au niveau d'une embauche, si le chef d'entreprise saisit la CPEL, l'avis de la CPEL, qui est paritaire, je le répète, est respecté. Donc ça, c'est une vraie avancée dans nos entreprises. Est-ce qu'il est suivi par la direction du travail et de l'emploi si le litige, du coup... Il ne va pas être suivi par la direction du travail et de l'emploi. Hein. Il va être suivi ensuite par les entreprises. Voilà. Par les Donc, entreprises. En général, les syndicats de salariés, quand ils ont un litige sur une embauche, si le patron dit écoutez, on va aller voir la CPEL et qu'importe l'avis de la CPEL, on le respecte, et bien ensuite tout le monde joue le jeu et ça a vraiment apaisé les choses. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. La troisième chose, par rapport à votre question sur les préconisations qui avaient été faites au gouvernement, donc les réponses n'arrivent pas assez rapidement à notre goût, donc nous allons faire un courrier de relance pour essayer d'avoir un retour sur ces différents points. Tony Dupré, oui, tout le monde joue le jeu Oui, enfin, au niveau du gouvernement, c'est vrai qu'on est dans une attente forte maintenant déjà d'une modification de la loi que nous on réclame. Donc là, pour ça, il faut saisir le Congrès. Il appartient au gouvernement de saisir de ça. Et oui, après, on peut bien sûr qu'il faut améliorer la loi. Elle mérite d'exister, comme on dit, mais il y a des choses quand même qu'il faut absolument donc rectifier. J'ai dit tout à l'heure, les offres des offres d'emploi. Donc voilà, d'une manière générale, maintenant on est dans l'attente donc, que le gouvernement il se saisisse, il s'en est saisi déjà, mais qu'il aille beaucoup plus vite. Vous le disiez, la loi sur l'emploi local dans la fonction publique va faire l'objet d'un projet de texte bientôt. Mi-avril. Donc voilà, il faut maintenant profiter de ça maintenant pour déjà modifier de manière sensible et efficace donc celui dans le privé. Éléonore Boyadjian, votre sentiment sur cette loi contraignante à améliorer, comment le faire au vu de votre pratique? Écoutez, c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été facile. En tout cas, on n'avait pas le réflexe, forcément, effectivement, de déposer une offre d'emploi au service emploi-formation. C'est tellement plus simple, oui, de recourir aux agences d'intérim ou aux parutions presse. En tout cas, dans notre société, le réflexe est bien là. C'est devenu notre routine. On a notre suivi, on suit nos candidatures. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de point d'amélioration, en tout cas... si ce n'est celle qu'on pourrait demander effectivement au service emploi-formation pour peut-être faire un tri, en tout cas, dans les candidatures qu'ils nous transmettent. Voilà. Bon, effectivement, c'est pas eux qui recrutent, c'est nous. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais bon, ça allégerait aussi la tâche. Voilà. Alors, réduire le temps aussi de procédure et puis pour qu'il soit plus rapide. Ouais, la réduction du temps de procédure... c'est pas quelque chose que j'envisage parce que c'est vrai que c'est aussi... je me dis que c'est toujours bien aussi de laisser la chance, en tout cas à la plupart des candidats, de pouvoir postuler, de retirer l'offre alors qu'on n'a pas de candidat. Ça, c'est dans l'idéal quand l'entreprise a le temps de laisser 8 semaines une Après, offre. Voilà. Bon, ça me semble quelque part légitime. Mais oui. Dans l'idéal, c'est effectivement... Magda Bonal-Tureau, un dernier mot? Non, je voulais juste répondre sur l'engagement du gouvernement. On a
quand même, malgré tout, apporter une réponse, notamment au travers de la conférence sociale qui a eu lieu en fin d'année l'année dernière, puisque nous construisons ensemble au sein de cette conférence sociale un agenda social partagé dans lequel on inscrit les textes qui seront à étudier au cours des 2 années à venir et les préconisations de la CPEL et les conséquences à tirer des préconisations qui ont été faites figurent dans cet agenda social partagé et seront travaillées très prochainement. Voilà, sur ces mots, on va conclure cette émission. Merci. D'être venu sur ce plateau. Merci. Merci. Et à un prochain débat. Merci. Au revoir. Oui, et donc je rends l'antenne à Stéphane. Voilà, c'était pour ma première. Merci à tous.